Serre son étau sur les rebelles assiégés à Alep-Est. Les efforts diplomatiques s'intensifient à Paris et à Genève. Au terme d'une réunion de 10 pays occidentaux et arabes dans la capitale française, les États-Unis ont accusé le régime de Bachar al-Assad de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Le secrétaire d'État américain John Kerry, que l'on vient de voir, a qualifié le conflit en Syrie de pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que son homologue allemand a imploré la Syrie et la Russie à laisser sortir les civils d'Alep. Cette réunion a précédé celle de Genève entre Russes et Américains pour discuter d'un cessez-le-feu, d'une aide humanitaire et de l'évacuation des civils. Alors, on va se rendre à Alep, dans la partie ouest de la ville, qui est contrôlée par le gouvernement, une ville divisée en deux depuis 9 mois. Un jeune Français vient en aide à ces jeunes. Je le joins, on le voit ici, Pierre Lecoq. Il est dans la partie ouest d'Alep, témoin du quotidien des habitants. Et c'est à ce titre que nous le joignons. Bonjour, Monsieur Lecoq. Bonjour. Nous parlons beaucoup des bombardements sur Alep-Est. Quelle est la situation dans l'ouest de la ville où vous vous trouvez? La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est tourné vers l'Est. Et depuis des mois maintenant, personne n'a connaissance de ce qui se passe ici. Ce sont tous les jours des dizaines de personnes qui meurent. Et là, même aujourd'hui, je me suis mis dans un café parce que j'ai 2 roquettes qui sont tombées à côté de chez moi. Les gens ici se sentent non seulement oubliés, mais au-delà de ça, ils ne savent plus comment penser, ils ne savent plus comment se comporter, ils ne savent plus s'il y a un espoir finalement pour Alep, malgré le fait que la libération soit proche, puisqu'il ne s'agit pas d'une chute, il s'agit vraiment d'une libération. Aujourd'hui, j'ai entendu dans ce que vous avez dit que vous dites que Kerry, par exemple, implorait la Russie d'installer des corridors et de laisser sortir les civils, mais les civils ne font que ça, ils ne font que sortir. Mais aujourd'hui, ce sont les terroristes qui tirent à vue les civils qui essaient de sortir de la partie Est. C'est une réalité, sauf que et ça me tue que personne ne se rende compte et personne ne le sache. Mais c'est une réalité. Les civils essaient de sortir et les civils aujourd'hui sortent par dizaines de milliers. Et c'est difficile. Oui, on comprend que c'est difficile. On va profiter de votre présence. Vous êtes un témoin privilégié. Il y a 1, 2, oui, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est la dame d'abord. La dame qui avait demandé la première. Oui, merci. Bon, mais en effet, j'ai 3 questions, surtout pour Vanessa. Des questions très concrètes et moins concrètes. La première, c'est, j'ai pas très bien compris, si vous avez pu circuler de l'est à l'ouest d'Alep, et comment? C'est une question très concrète. Comment vous avez pu aller de l'un à l'autre. Puis une question politique, avez-vous pu observer ou avoir une opinion claire sur l'élection d'Assad qui a eu lieu 2014 oui, il y avait une élection présidentielle, etc. La troisième question, c'est spéculatif. Est-ce que l'invitation de Mme Merkel aux Syriens en Allemagne était visée d'affaiblir l'armée syrienne en attirant les déserteurs potentiels? On va répondre déjà à ces 3 questions. Bon, première, c'était comment je pouvais passer entre l'Est et l'Ouest à la fin, le mois de décembre. Car le mois d'août, quand j'y étais, comme j'ai dit, on était vraiment au milieu des batailles pour libérer Alep. À cette période-là, je ne pouvais pas aller, pas du tout, à l'Est, car c'était toujours très dangereux, c'était très risqué, car il y avait quand même toujours les terroristes, les extrémistes. Alors, c'était pas possible. Mais quand j'y étais le mois de décembre, oui, c'était possible. Quand on peut dire, je suivais l'armée syrienne. Dès qu'un quartier était libéré, je pouvais y aller. Ça veut dire que oui, c'était ouvert, on peut dire. Mais c'était quand même... Seul avec votre guide, oui. pas avec non, mais pas avec l'armée. Oui. L'ancien, c'était oui. Car là, ça dépendait un peu du quartier. Par exemple, on est allé au le Citadelle, l'ancien Citadelle. Pas de taxi.
Non, oui, par taxi, mais avec Faris Sharabi par exemple, et avec les soldats de l'armée syrienne. Faris Sharabi, c'est un politicien indépendant qui est basé sur Alep et qui travaille aussi pour la chambre de commerce. C'est le président. Oui, c'est le président de la chambre de commerce. Et il nous a accompagnés plus ou moins 15 heures après la libération totale, mais en effet, on a trouvé quand même 4 terroristes cachés dans une maison où on était passé. Alors, c'était quand même assez risqué, comme on a découvert, hein, car les zones étaient juste libérées. Alors, ça veut dire qu'il y avait toujours les booby traps, comment dire, ouais. Et il y avait quand même peut-être un risque qu'il y avait toujours des terroristes qui se sont cachés, par exemple. Mais c'était possible. Ça veut dire les gens étaient libérés, ils ont été réunis avec leurs familles à l'ouest, et nous, on pouvait aller dans presque tous les quartiers. Le 23 décembre, c'était le dernier, ça c'était Soukri, où il y avait l'hôpital Al-Quds, et ça c'était le dernier quartier à être libéré. Et là, on pouvait y aller encore le jour après. Et ce jour-là, il faut dire que le seul média qui était, c'était TF1. Non, mais c'était marrant, car toutes les semaines que j'y étais, il n'y avait personne. De BBC, de Channel 4, il n'y avait personne, hein, pendant la libération. Pourquoi? Selon moi, car ils ne voulaient pas montrer le témoignage des gens qui sortaient. Car ça, franchement, ça a exposé le mensonge de 5 ans. Leur narrative, comme disent voilà, ça détruit les journalistes, tout, hein. y compris français. Ah non, bah, ça fait tout tomber, quoi. Ouais. C'était en deuil. Ouais. Oui, voilà. Et, pardon, l'autre question, C'était l'élection d'Assad. Oui, pendant 2014. Moi, j'y étais pas. Par contre, Eva Bartlett, avec qui je travaille beaucoup, elle y était avec des autres observateurs du mouvement Solidarité pour la Syrie. Et nous, on a remarqué, mais même 2016, où il y avait le référendum, non? On a remarqué... le Parlement. 2015, c'est l'élection. 2016, le Parlement. Ouais. Mais 2014, ce qu'on m'a raconté, on a raconté que c'était incroyable comment les gens sont venus pour voter. Même pas que en Syrie. Au Liban. Oui, en Liban, n'importe où, il y avait les Syriens qui étaient en diaspora, on peut dire. Il y avait, en Liban, je crois qu'ils ont dû ouvrir... il y avait des centaines de milliers. Oui. Mais en France, ils n'ont pas pu aller voter. Encore 24 heures. Hein, Oui, non, on a voté. Ah, si, quand même. On leur a des centres d'élection. Oui, voilà, à Damas. Damas. Oui. Et en effet, si on parle même, des casques blancs, on sait très bien qu'ils étaient impliqués en ça. En effet, les terroristes, les extrémistes qui sont autour du demain, ils ont bombardé le jour d'après des élections, ils ont bombardé les civiliens, mais très... durement. Oui. Touché. Et l'autre question? Moi j'y étais à ce moment-là, juste au moment dont vous parlez, quand les Libanais sont passés pour aller voter, et ils ont fermé la frontière, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire que les Libanais, comme les 3/4 des Libanais, il y avait une marée humaine pour aller voter, et que les Libanais étaient furieux, puisqu'il y a un coefficient par réfugié. Ils ont dit que tous ceux qui sortaient, quand ils re-rentreraient au Liban, déjà auraient besoin de leur visa, et deuxièmement devraient payer une somme d'argent qui était assez forte parce que c'était comme $50, absolument délirant. Ils ont fait la même technique que les Jordaniens. Les Jordaniens ont demandé 100 € par personne et par famille. Enfin, 100 € par personne, mais par citoyen de famille. Donc une famille avec 3 enfants, chaque enfant va 500 €. Bon. Et donc le vote a été, enfin il y a la moitié des Libanais qui voulaient venir, qui sont venus, mais pas plus. Et quand des Syriens qui étaient allés se réfugier au Liban. Et pour ce qui est des Syriens de Jordanie, alors là, eux, ils n'ont carrément pas du tout pu voter, comme d'ailleurs les citoyens syriens de France, qui ont fait un vote symbolique pour montrer
pas symbolique, hein. Moi je peux témoigner, nous on a voté, place du maréchal Joffre, on avait organisé des élections, et on a voté, on pouvait soit voter place du maréchal Joffre, en face du mur de la paix, là, Champ de Mars, ou alors ceux qui voulaient pouvaient aller à Madrid, parce qu'on a ouvert à Madrid, à l'ambassade de Madrid, d'autres sont allés en Belgique, je crois. Oui, parce que Mais à Paris, l'État français n'a pas particulièrement facilité les choses. L'État français nous a interdit. Oui. Nous a interdit. Même emmené au commissariat après. Ah bon, après, ouais, le vote, après le vote, les organisateurs du vote ont été emmenés chez les flics. J'y ai échappé. Les organisateurs du vote, Les organisateurs du vote des Syriens en France, expatriés en France, donc, étaient interdits de vote par l'État français. L'État français, C'est pas ça, exactement. ils n'ont pas été attendés. C'est beaucoup plus. La France est quand même plus subtile que ça dans sa politique, mon Dieu. Il n'y avait pas d'ambassade. Donc la France avait Ah oui. les conditions de la démocratie. Voilà. C'est vrai. Pardon. Ça n'a rien à voir. Pardon. Pas jamais les Français Oui. interdiraient quelque chose de démocratique. Non, Donc, Le vote a été organisé par plusieurs associations syriennes, entre autres l'association des patriotes syriens, et tout a été en bonne et due forme. Certains ont été interpellés, c'est vrai, puis après on s'est réunis et on a vu les votants, on a donné... Des interpellations et surtout, la France a interdit, si vous voulez, elle a quand même interpellé. Quand les gens vont voter, ils sont interpellés, ça ne veut pas dire que ce soit un vote dans des conditions sereines, enfin à mes yeux. Il faut avoir le courage de ses idées. Hein. voilà, ça se mérite le vote. En France, oui. Il n'y a jamais eu en France un texte disant les Syriens n'ont pas le droit de voter. Jamais. Ça non. Voilà. On a juste dit qu'étant donné la fermeture de l'ambassade syrienne en France, alors les conditions de sécurité des votants, en effet, puisqu'ils ont tous signé en taux, les conditions de sécurité des votants n'étaient pas garanties. Elles n'ont d'ailleurs pas été garanties. Voilà. Alors ça c'est sur le... On va laisser Vanessa finir de répondre. On peut peut-être rappeler quand même en gros le résultat de cette élection de Assad. Assad a été élu. Oui. Ah oui. Oui. C'était 89% voilà. des gens qui ont voté. Oui, qui ont pu voter. Oui, j'ai témoigné moi-même une chose très significative. Au Liban, il y a des camps de réfugiés qu'on nomme les réfugiés des familles des terroristes. Ce sont les familles de la plupart des villages qui ont choisi de combattre l'armée nationale syrienne. Ils ont fait une pétition au jour, et même avant l'élection du président Assad, demandant le pardon de revenir en Syrie, et ils ont quitté Ersal, ce camp, ils ont quitté, c'était très brave de leur part, et ils ont demandé à la mère Agnès, si vous vous rendez compte, puis, la mère Agnès de la Croix, de demander pardon au président. Ils ont été pardonnés et ils se sont revenus en Syrie, même que la plupart d'entre eux n'avaient pas une carte d'identité, parce que quand tout a commencé en Syrie, les opposants ont cassé l'identité syrienne. Et ce n'était pas une chose simple ou une chose naturelle, non. Il y avait un plan de casser l'identité syrienne. Ils ont cassé la carte d'identité. Même avec cela, ils ont été pardonnés et tous ont revenu à leur village et ce sont des gens d'entre eux qui ont attaqué Maaloula et qui ont brûlé notre église à Maaloula. Mais nous n'avons pas pris le choix de venger. J'ai participé, même qu'ils ont brûlé mes maisons et mes églises, j'ai participé dans cet événement et j'étais avec Mère Agnès 24 heures sur 24 pour qu'on peut faire cela. Mais les médias ne vous racontent pas oui, bien sûr. ce qui s'est passé.
Comme il ne raconte plus rien, maintenant on peut commencer à en parler. C'est le même qui s'est passé en Alep. La plupart de l'Est Alep a choisi de rester et vivre sous l'administration de l'État syrien. Oui, ça amène à la troisième partie de la question. Alors, la question était à ce que... Par rapport à Merkel. Voilà, Madame Merkel appelait les Syriens. Est-ce que c'était pour affaiblir l'armée syrienne? Mais ça, c'est spéculatif. Ou affaiblir la Syrie. Il y a eu énormément de casualties dans l'armée syrienne et c'est un grand problème parce qu'il y a beaucoup de morts dans les rangs. Et on voit que, quand on voit les images, ce sont des jeunes hommes qui sont dans le lot des réfugiés et la question se pose. Difficile de le savoir, même si vous avez l'impression. C'est très difficile à savoir, mais ce que je dirais tout de suite, c'est que l'Ouest, et ça veut dire l'Union européenne, a fait tous dans leur pouvoir, tout possible pour affaiblir l'État syrien. Alors ça veut dire de forcer les gens à quitter la Syrie, n'importe qui, mais pour la plupart pour les raisons économiques, à cause des sanctions. Premièrement, à cause des terroristes, à cause de la guerre qui a été imposée de l'extérieur en Syrie, mais pour la plupart pas à cause d'Assad. Hein. Parce que comment on peut expliquer que 90% de la population de la Syrie qui est restée en Syrie et dans les zones qui sont protégées et contrôlées par l'État syrien et par l'armée et par le gouvernement. Alors, pour moi, ça c'est incroyable qu'on peut dire que les gens, ils fuient la Syrie à cause d'Assad. Si les gens en Syrie, qui fait la plupart des Syriens, se réfugient dans les zones qui sont contrôlées par l'État syrien. Et ceux qui vivent dans ces zones-là ne quittent pas la Syrie. Mais non, voilà, c'est là qu'il y a encore un problème logique que nos médias refusent d'affronter. En plus... Oui. Est-ce que je peux juste apporter... juste une minute. Une minute, allez. Les camps de réfugiés ont été construits en Turquie bien avant la crise pour justement pousser la Syrie à se vider. Et ils construisaient des camps, il n'y avait personne dans ces camps. Vous voyez, ça faisait partie du plan de déstabilisation. Madame, vous vouliez ajouter quelque chose? Simplement que moi, je suis donc citoyenne franco-syrienne, donc j'ai voulu faire venir de la famille. J'ai appelé l'UHCR pour répondre à la question de madame qui est extrêmement précise et qui soucie beaucoup les Français par rapport à pourquoi les réfugiés sont tous des gros mecs barbus et non pas des vieilles dames qui pleurent. Parce que les vieilles dames qui pleurent, moi j'ai essayé de les faire venir. Alors on m'a dit, madame Serge, écoutez, elle est handicapée, elle est en Jordanie, elle était à Zaatari, mon neveu venait de mourir parce qu'il avait bu de l'eau empoisonnée. Donc j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire venir au moins ma belle-mère qui est handicapée pour qu'elle puisse avoir des soins en France, parce qu'elle venait quand même de faire la moitié du pays en tracteur, donc évidemment elle n'était pas en bonne santé. Et on m'a répondu texto, j'ai fait un papier d'ailleurs là-dessus à l'époque, on m'a répondu texto, il n'y a aucun problème, il faut qu'elle aille demander un visa touriste à Beyrouth. Alors j'ai dit, attendez, elle est handicapée. Alors on me dit, alors, il faut, écoutez madame, il n'y a pas d'autre solution, en Jordanie, on ne prendra pas sa demande, en Syrie, il n'y a plus d'ambassade française, donc il faut qu'elle aille au Liban, et là il faut qu'elle s'arrange pour avoir sur ordinateur, alors là on parle quand même de gens qui ont fui les campagnes syriennes, donc l'habitude d'ouvrir un contact à l'ordinateur est quand même moyen. Sur ordinateur, elle doit prendre un rendez-vous à l'ambassade de Beyrouth. Donc moi, de France, j'ai pris pour elle un rendez-vous à l'ambassade de Beyrouth et j'ai prié mon beau-frère de l'emmener en tracteur à Beyrouth. Donc, et là, à Beyrouth, elle fait la queue 4 jours et au bout de 4 jours, elle demande, avec son foulard syrien, oui, son foulard de bédouine, elle demande un visa touriste. Et la dame de l'ambassade lui dit, vous vous foutez de moi ? Et c'est vous vous foutez de moi, est marqué dans mon sang. Parce que, alors ma belle-mère en plus n'a rien compris parce qu'elle ne parle pas français, ils ne sont pas adressés à elle dans sa langue. Heureusement, elle n'a pas compris le vous foutez de moi comme ça. Le vous foutez de moi, si vous voulez, était un peu dur. Alors moi, j'avais appelé, j'avais fait jouer tout mon pouvoir en disant, elle va venir, elle va demander un visa réfugié, j'avais fait faire un bilan médical. C'est vous dire que quand vous dites qu'ils ont tout fait, c'est même pas qu'ils ont tout fait. C'est que c'était même plus de l'hypocrisie là. Puisque donc ma belle-mère est exactement ce pourquoi les politiques de réfugiés politiques en France ont été mis sur place. Mais c'est ça, c'est et donc à la fin c'est mon beau-frère qui m'a dit
et c'est là où on voit le jeune beau gosse kalachnikovien, qui m'a dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais arranger la situation, je vais prendre un pistolet parce que je ne veux pas me faire tuer par le passeur, et je vais passer par la mer. Là, je te rejoins, je fais les papiers. Pour lui, le programme, il est très simple, il ne savait pas nager, tout ça, vraiment. Bon, il passait par la mer avec son pistolet. Donc, les gars qu'on voit arriver, il y en a beaucoup qui sont des gens pas nets, évidemment, et qui fuient, parce que maintenant, évidemment, c'est un peu la débandade du côté de ceux qui ont été payés pour venir foutre le bordel. C'est pas le terme, mais c'est un peu ça. Oui, mais c'est clair. Mais lui, il était avec les mêmes, il a sympathisé avec eux, parce que de toute façon, il fallait qu'ils soient protégés, parce que... Vous savez, le principe d'être réfugié, c'est quand même avant tout un business de passeurs, donc c'est un monde violent. Et donc il était armé. Et il est passé en bateau, et finalement on a tiré sur le bateau, il a failli couler. Et là il m'a rappelé d'une île perdue. Bon, il m'a dit on va me ramener à l'attaquer, Adeline. Tant pis, je vais me faire tuer à l'attaquer, parce qu'ils vont savoir que ma famille en Jordanie. Bon, on va passer aux autres questions. Alors, juste un instant, je te laisse choisir les questionneurs, Soubry. Parce qu'on me traite souvent de stalinien. Alors. On se demande pourquoi. Ça sert pas. Vas-y. Je voudrais quand même poser des questions. Je vais un peu faire l'avocat du diable parce que c'est trop consensuel. De toute façon, ce sera bon pour la vidéo. Donc je vais demander à Vanessa d'abord, vous ne parlez pas arabe ou vous parlez arabe? Quand vous parlez avec les Syriens, vous parlez anglais à travers un interprète? Je parle avec une interprète, oui. Et donc, est-ce que vous êtes sûr que l'interprète ne vous manipule pas, ne choisit pas les gens qui parlent? C'est une première question. Deuxièmement, que dites-vous de l'assertion des médias, comme quoi, la majorité des combattants en Syrie sont quand même syriens, même s'il y a des étrangers, donc l'armée syrienne libre, ou ce que c'était longtemps, fait que la majorité des rebelles armés sont syriens et pas étrangers. Deuxièmement, que la majorité, l'immense majorité des morts sont causés par le gouvernement syrien et pas par les rebelles. Et troisièmement, que l'insurrection au début, je vous dis ce que disent les médias, vous le savez très bien, mais au moins vous pouvez répondre, d'accord? Le début en 2011 était une insurrection pacifique et c'est parce que Assad a tiré dans la foule, etc., ou l'armée syrienne, etc., a tiré dans la foule qu'elle est devenue violente. Ça, c'est les trois questions auxquelles je pense que vous devez répondre. Tous les deux peuvent répondre. Oui, voilà. Vous devez répondre, mais de toute façon, même pour la vidéo, ce serait bien d'avoir des réponses. Et alors j'ai une question pour tout le monde, c'est comment, parce que j'ai ma petite idée là-dessus, comment vous expliquez l'absence de réaction de l'Église catholique en France et des chrétiens en général en Occident au fait qu'en fait il y a une espèce de génocide des chrétiens au Moyen-Orient entre les islamistes et qu'en fait l'Église catholique en France ne bouge pas ou ne bouge que très très peu. En Italie c'est un peu différent, en Amérique elle ne bouge pas du tout. On était en Italie récemment et là on voit dans les églises qu'ils parlent de ces massacres. Mais en France, pourtant je vois, ils sont complètement... Bon. C'est quand même étonnant pour la fille de l'Église, la défendresse des chrétiens du Moyen-Orient. Bon. Ça c'est la question au public français, c'est pour alimenter sa réflexion. Donc maintenant, réponse aux deux premières questions, ou trois premières questions. Donc c'était la question de l'interprète, la question l'interprète s'est répondu. Des morts et des combattants, du nombre de morts combattants, et du début de l'insurrection. Enfin, du début des contestations, du printemps arabe. Par rapport à l'interprète, je travaille avec quelqu'un qui n'a aucun lien avec le gouvernement, avec personne en Syrie qui peut influencer ce qu'il me raconte. C'est quelqu'un qui travaille vraiment parce qu'il croit en Syrie, il veut protéger ses terres, son patrimoine. Et il a travaillé avec beaucoup de gens qui sont allés en Syrie pour découvrir la vérité, en effet. C'est quelqu'un extra, comment je peux dire. C'est quelqu'un avec un cœur ouvert qui travaille avec presque tous les étrangers qui sont entrés en Syrie depuis peut-être 2013, un truc comme ça. Alors, je lui fais absolument confiance. La question que vous m'avez demandé, par contre, c'est la question, ou c'est plutôt la critique avec laquelle la média essaie de me démoniser, on peut dire. Oui. En me disant, mais comment vous pouvez entrer en Est Alep quand nous, on ne peut pas, on n'a pas les visas. Ça, c'est un mensonge. Hein. Les visas sont disponibles pour tout le monde. Ce que j'ai vu. Et ça, c'est un mensonge qui existe depuis le début. Ils ont utilisé pour dire, ah oui, mais on ne peut pas y aller car le gouvernement ne nous permet pas. C'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un des plus gros mensonges de ce conflit.
Ils ont tous l'opportunité d'y aller. C'est pour ça que moi j'étais étonnée que pendant la libération d'Alep, qui était parmi les événements les plus importants d'un conflit de presque 7 ans, il y avait presque personne des médias, comment dire, corporate, moi je dis, mais les médias qui sont liés aux États, au régime de l'occidental. Et l'autre, c'était les combattants, les morts. Et le nombre de combattants aussi. Qui est responsable de quelle quantité de morts dans chaque camp? Et qui sont les combattants? Est-ce qu'ils sont tous étrangers? Est-ce qu'ils sont principalement étrangers? Et qui combat? La plupart des combattants sont malheureusement les martyrs de l'armée syrienne. La plupart des morts. Oui, la plupart des morts. Et de l'autre côté, on voit des personnes qui viennent du Balkan, qui viennent de l'Afghanistan, qui viennent de tous les pays du monde, plus que 100 pays. De France? Oui, bien sûr. Plus que 200 pays, inclus France, l'Allemagne, la Belgique, toute l'Europe. Qui sont venus à notre pays pour nous abattre. Et l'armée syrienne nous protège depuis 2011. Et pour raconter le début de l'escalation violente, l'escalade violente en Syrie, il y a un rapport très scientifique donné par Sharmin Narwani depuis 2011 et le commencement de 2012, qui nomme par les noms et toutes les correspondances des gens qui ont été tués, et la grande majorité, et je dis ici plus que 90% des gens ont été des membres de la police syrienne, des membres de l'armée syrienne, des membres des employés officiels syriens, et surtout les civils ont été des gens qui supportent l'État syrien, et spécifiquement, c'est triste de raconter cela, spécifiquement les Alaouites et les chrétiens ont été ciblés depuis le commencement parce qu'ils voulaient une guerre civile, mais nous étions plus vigilants de leur donner ce cadeau. Jusqu'à maintenant, la même proportion continue. N'importe que les médias disent, les nombres et les témoins officiels et que nous pouvons donner des preuves disent que la plupart des martyrs militaires ou civils en Syrie, ce sont les supporters de l'État ou les gens qui ne veulent pas être gérés par ce extrémisme islamiste ou par les agendas occidentaux. Et les infos, je voulais aussi ajouter à ça, que les infos qu'on reçoit par les médias, ils viennent normalement du SOHR, Syrian Observatory for Human Rights. Et depuis le début, c'est très connu maintenant, c'est documenté, même lui, il a dit. Oui, l'OSDH, c'est un type, si vous avez vu le reportage, il y a des gens qui sont peut-être pas au courant, c'est un type dans un pavillon de banlieue de Londres, qui téléphone, qui a un téléphone et qui téléphone beaucoup. Voilà, qui téléphone beaucoup. Et Skype. Ouais. Voilà, c'est ça l'OSDH. Est-ce que je peux... Je peux juste dire que ces chiffres, par exemple, ces analyses, même lui, il a dit qu'en effet, depuis le début, il a mélangé les civils avec les combattants.
Et ça, c'est très important, car ça veut dire que même s'il y avait 260 combattants qui étaient tués, lui, il aurait dit que c'est des civils. Car, par exemple, les combattants, ils ne veulent pas avouer qu'ils sont des combattants, qu'ils sont des rebelles, qu'ils sont des modérés extrémistes. Alors, voilà, pour ça, les analyses qu'on reçoit par les médias, il faut tout le temps questionner, car là, ils ont pas le base dans la vérité, pas du tout. Ou pas dans d'autant que les sources du type sont totalement invérifiables. Mais non. Alors, tu voulais juste ajouter, mais très brièvement, parce qu'on a d'autres questions. Très brièvement. Très brièvement. Je mettrai un bémol quand on dit que c'est les chrétiens et les alaouites qui ont été la cible. Et je mettrai un bémol, c'est un peu faussé, cette affirmation. En quoi? Quel est le nombre? Non, mais madame, quel est le nombre des gens tués dans l'armée? C'est 90 000. Oui. Vous n'allez pas me faire croire que ces 90 000 sont alaouites et chrétiens. Non, mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Mais s'il vous plaît, très bien, c'est pas ça ce qu'il a dit. Permettez-moi de m'exprimer, j'ai peut-être mal compris. D'accord, mais justement... Alors, ça c'est un point très important. C'est qu'on a à peu près, selon les statistiques, quelque chose entre 300 000 et un demi-million de morts. Je vous dis, selon des statistiques officielles, il y a au moins 90 000 de l'armée, des policiers, ça c'est sûr, de sources sûres. Maintenant, quant au commencement, est-ce que c'était pacifique? Le reste? Alors le reste, voilà, le reste, justement, quand on a bombardé Alep, c'est bien des quartiers musulmans sunnites aussi qui étaient à Alep-Ouest. Sur ces 11 000 que vous avez cités, il n'y a pas que des chrétiens et des alaouites. Non, parce que vous savez, il y a une tendance... Ok, mais tu as mis tu as corrigé. Il y a une tendance il y a aussi les sunnites. Il y a les minorités, mais la majorité du peuple syrien est sunnite. Oui, mais on l'a dit depuis le début. On est d'accord. Non, mais je veux dire... Ok, tu as fait part de La question, c'est est-ce que les 210 000 restants sont des civils tués par l'armée syrienne ou tués par les rebelles? C'est ça ma question. Ce ne sont pas des civils. S'il vous plaît. Il y a aussi, dans ces tués, il y a des gens des islamistes. On a aussi par exemple, prenez les Tunisiens, il y a 10 000 Tunisiens qui ont été en Syrie. 4 000 ont été liquidés. Il en reste 6 000. Et si vous prenez, il y a des statistiques très précises sur le nombre d'islamistes. Le nombre d'islamistes que les Russes ont éliminés dernièrement. On a cela. Pour répondre juste un mot sur le début, les manifestations du début n'étaient pas pacifiques. C'est une fable quand nous a vendu l'histoire de Daraa. Ok, on est au courant, on a fait une soirée là-dessus, donc on est très au courant de ça. Donc maintenant, question... Pour les chrétiens, la question, monsieur, est-ce que oui, les autres questions, là. Monsieur, on n'a pas fini. Oui, alors attends, il y y avait une dernière, excuse-moi. Oui, mais ça c'est une question qui n'est pas adressée à nos invités, c'est à nous tous. Donc, aux protestants. Une question, vas-y. Juste à un moment mentionné des snipers. Oui. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a eu des snipers pendant tout le printemps arabe. Aussi en Égypte et en Tunisie. C'est bien documenté, il y a eu des snipers. Il y en avait à Maïdan aussi. Ces opérations aussi étaient planifiées de l'extérieur depuis longtemps. Donc c'est important aussi le printemps arabe et tout cette information que ça fait les médias sur tout ça. Alors, je crois qu'il y avait des... Est-ce qu'il y avait d'autres questions, mademoiselle? Oui, bonsoir. J'ai d'abord une question pour clarifier quelque chose que j'ai pas très bien compris. Vous parliez de Nosra Al-Qaïda et au début, en septembre, j'ai cru comprendre qu'ils avaient officiellement déclaré que Nosra se détachait d'Al-Qaïda, qu'il devenait Fatah Hacham. Est-ce que c'est officiel et il y a encore une action derrière, un soutien d'Al-Qaïda? C'est une question comme ça. Et sinon, une deuxième question, donc j'entends très bien le fait que vous dites que les médias mainstream ne couvrent pas toute l'information. Et du coup, on entendait quand même de ces médias mainstream, moi j'essaie juste de comprendre un peu ce qui se passe. Donc il y avait des bombardements sur Alep-Est, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et sinon, donc, dans ces bombardements, il y avait des victimes qui étaient à la fois des rebelles de l'opposition, mais aussi des civils. Et du coup, qui les sauvait? Surtout que vous, Madame Bidet, vous dites que les casques blancs n'existent pas ou sauvent seulement les victimes
terroristes, entre guillemets. Et du coup, qui sauverait ces civils s'il y avait des victimes? J'en profite pour ajouter à la question de madame, mais c'est dans le droit fil de ce qui vient d'être posé, qu'on parle des casques blancs un petit peu. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ces casques blancs? Mais on va d'abord, dans l'ordre, répondre sur... C'était quoi la première question, pardon? Juste pour savoir si Fatah al-Sham maintenant est détaché de Al-Qaïda. D'accord. Voilà. Ce qu'on voit, par exemple, avec la nomenclature de ces groupes extrémistes, c'est vraiment un peu de marketing. C'était un effort par les États-Unis de les éloigner d'Al-Qaïda, de les rendre encore démodérés. Que c'est vrai que les modérés n'existent pas. Alors ils essaient à cette époque-là de vraiment créer encore dans nos consciences des modérés. Mais en effet, on peut changer le nom, mais l'idéologie, ça reste exactement le même. Et même, comment dire, les chefs de ces groupes, ça reste pareil. Il n'y a rien qui change, à part le nom. Alors pour moi, c'est une question de rebranding, c'est une question de marketing. C'est que ça. Les gens restent exactement le même. Ils commisent les mêmes atrocités, on peut dire. Ça ne change pas. Pour les gens syriens, pour le peuple syrien, ça ne change rien. Vous pouvez les appeler les anges. Mais ça ne change pas ce qu'ils font en Syrie. C'est les massacres, c'est les atrocités, c'est les ethnic cleansing, comment dire. Nettoyage ethnique. Ouais, c'est ça hein, pour le peuple syrien. Alors les noms, ça change absolument rien. Moi, j'ai même pas essayé de changer le nom de notre Vous avez dit une expression magnifique, vous avez dit tout à l'heure, et j'ai adoré, vous avez dit, oui, les modérés intégristes. Oui. Les modérés extrémistes. Oui. Vous avez dit, alors pour les modérés extrémistes, donc on voit bien qu'il y a quand même un petit souci. Oui. Alors sur la question de les bombardements d'Alep-Est, les victimes qui bombardent, etc. Oui, ça c'est vraiment une question très intéressante. Car moi, j'avais l'occasion d'entrer dans tous les quartiers. Et ce que moi j'ai remarqué, j'ai des photos, j'ai des films, j'ai des vidéos, c'est dans les zones industrielles. Oui, c'est vrai, ça a été bombardé par les Russes et les Syriens, c'est vrai. Et là, on a vu vraiment des dommages qui venaient de ça, du bombardement. Mais dans les quartiers résidentiels, on peut dire, j'ai vu que les dommages étaient plutôt des mortars d'artillerie. De l'artillerie. Des batailles, on peut dire, sur terre, par terre. Mais du coup, des batailles entre les rebelles l'armée syrienne, mais en plus, j'ai discuté avec les gens à l'est d'Alep et j'ai demandé, mais qui a fait tout ça? Par exemple, à ce moment-là, dans les médias occidentaux, il y avait des histoires, des atrocités commises par l'armée syrienne. Alors, j'ai demandé aux civils que j'ai rencontrés en Hanano, en Soukari, partout à l'est, et j'ai dit, est-ce que l'armée syrienne fait tout ce qu'ils racontent à l'ouest? Ils ont dit, mais non, c'était les terroristes qui ont tiré du feu, qui ont essayé de nous tuer, tandis qu'on essayait de s'échapper de ce quartier. C'était même, j'ai même demandé par exemple pour les armes chimiques. Et ils m'ont dit non, c'était les terroristes qui nous ont abattus avec les chimiques, avec les mortars, avec les missiles, avec tout. Alors, ils ont miné les sorties. Oui, pardon, excusez-moi pour les armements, je suis pas très douée, même en anglais. Hein. On a compris. Mais en effet, la plupart du dommage, et en plus, ce qu'on a vu, par exemple, en entrant en Soukari, juste après, comme j'ai dit, la libération, on était entré, on a discuté ce soir, on était entré dans l'hôpital Al-Quds. Si vous vous rappelez, avril 2016, on a dit que c'était détruit. C'est pas vrai, je suis entrée dans le couloir, je suis entrée, voilà. C'est là, c'est pas intact, mais il y a du dommage, mais c'est pas des avions. Non, voilà. Ça n'a pas été Et en sortant, il y avait une énorme explosion juste en face. Et je vous dis, c'est quoi?
c'est les booby traps, c'est les IED, c'est les mines qui ont été laissés par les extrémistes en partant. Quand ils ont été évacués sans être touchés par l'armée syrienne, mais en partant de Soukhari, ils ont tué 100 soldats syriens. Je suis allée voir le chef des forensiques à Al-Razi Hospital en Ouest Alep, et lui il m'a raconté de 6 familles qui ont été ensemble, pas que exécutées, mais torturées avant d'être exécutées. Les enfants où ils ont enlevé les yeux, ils ont décapité. Non mais il faut entendre ça. Ça c'est le médecin légiste qui il faut entendre ça, parce que ça c'est les modérés extrémistes dont ils parlent les médias occidentaux. Enfin ils n'en parlent plus. Ça c'est les héros de la révolution dont ils parlent. Abdo voulait dire quelque chose. Et ça, franchement, je peux pas expliquer comment j'étais dégoûtée. Et comment j'étais triste quand j'ai vu comment ils ont souffert, ces gens-là. Mais ils ont souffert 2 fois. Sous occupation des extrémistes, mais sous l'occupation de nos médias, qui avec leurs mensonges ont gardé ces gens en prison, mais pas que en prison où ils étaient exécutés, où ils étaient violés, où ils étaient abusés, où les enfants étaient kidnappés, et ils sont toujours disparus. C'est nos médias qui ont permis que ça peut arriver à ces gens-là pendant 5 ans. Bon, on va parler ensuite des casques blancs, mais je crois qu'Abdo voulait ajouter quelque chose. Vous les avez nommés des rebelles. Ce sont des rebelles contre l'humanité, vous avez raison. Mais c'est mon opinion. Je vais vous dire, vous raconter à l'opinion de l'un de ces icônes ou idoles, qui est le directeur de l'hôpital Quds. Son nom est Hamza Al-Khatib, mais son vrai nom c'est Zahir Imad Qatarji. And il n'est pas un docteur, c'est un imposteur. Il a échoué son examen à l'université et il a choisi depuis 2011 de joindre les comploteurs contre notre société à Gaziantep et en Turquie, et c'est un témoignage donné par lui pour un journaliste. Ce n'est pas mon opinion. Cet imposteur, et je vais vous donner les preuves pour joindre dans cette vidéo, dans une conversation au Facebook, c'était une conversation ouverte, raconte comment ils ont miné et comment ils ont mis des explosifs avant de quitter Alep. Et je vous assure que cet homme sait que la plupart des gens ont resté et vont revenir à ces maisons, et il sait que ces gens risquent d'être tués à cause de ces mines et à cause de ces explosifs. C'est le fameux docteur Hamza Al-Khatib qui dit cela. Il y a beaucoup de conversations où à Facebook, où il pense que s'il écrit en arabe, vous, en Occident, vous n'allez pas comprendre. Il raconte dans une autre conversation comment il a tué des soldats syriens capturés, qui n'avaient pas des armes. De plusieurs conversations donnent des preuves que si c'est le modèle... Je te coupe juste une seconde pour préciser pour ceux qui ne savent pas que le personnage dont on parle a été beaucoup relayé sur nos médias, y compris France Inter, etc. Et en France aussi. Et c'était le genre qui, au dernier moment, disait c'est une honte, l'Occident nous laisse tomber, hein, c'est scandaleux, c'est un génocide.
C'est le même dont on est en train de parler. Non, mais c'est lui aussi qui a écrit Obama. Oui. Je ne sais pas si vous savez. Il est très important de dire aussi que il y a une conversation où il confesse qu'il fait partie de Nour ad-Din az-Zenki, qui ont décapité un jeune palestinien de 13 ans, de 12 ans. Il fait partie de leur groupe. C'est l'occasion de parler des casques blancs, justement. Ouais. Oui, par rapport aux casques blancs, bon, je suppose que vous connaissez un peu... voilà, ils ont failli avoir le prix Nobel de la paix, quand même. Ils étaient tant mieux. pressentis. On a fait pas mal d'efforts pour qu'ils ne reçoivent pas. Hein. Mais oui, c'est vrai que bon, c'est une banque qui quand même reçoit des millions de dollars de toutes les nations, les pays qui ont d'intérêt déclaré en le fan d'Assad en la Syrie. Regime change. Regime change, voilà. Mais en même temps, ils sont que dans les zones qui sont contrôlées pour la plupart par Al-Qaïda et par ISIS. Alors ça veut dire quelque chose, que pour survivre dans ces zones-là, il faut quand même être un peu du même idéologie. On peut pas y survivre sinon. En même temps, on a pas mal de documents et des vidéos, des atrocités avec lesquelles ils ont facilité, mais en même temps, ils ont participé aussi. Hein. On a vu sur toutes les pages Facebook, dans tous les comptes Twitter, par exemple, ils se sont affiliés officiellement avec les papiers, tout ça, avec Al-Sham, avec ISIS, avec Nusra Front. C'est bien marqué, j'ai peut-être même plus qu'une centaine de pages Facebook avec les photos, avec les casques blancs, portant des armes. Mais le plus important, c'est ça existe un vrai civil defense, le civil defense syrien, qui existe depuis 1953 et qui est le seul reconnu par le ICDO, je ne sais pas comment le dire en français, en Genève, mais aussi par la ONU. Eux, ils ne le disent pas, mais selon l'ICDO, ONU aussi, ça reconnaît que le vrai défense civile de la Syrie. Alors, on peut dire ils ont volé le nom du vrai civil defense. Hein. Mais en même temps, en entrant à l'est d'Alep en 2012, ils ont aussi massacré les membres du vrai civil defense. Ils ont pris comment dire, les fire engines et les ambulances, tout ça, ils ont pris tout l'équipement. Le matériel des pompiers, les ambulances. Oui, en quittant l'est d'Alep, par contre, ils ont tout détruit. Est-ce que ça, c'est un OGN qui fait ça? Qui fait ça à l'équipement humanitaire qui peuvent être utilisés en quittant l'est d'Alep? Ils ont quitté avec Nusra Front. Hein. Ils n'ont pas aidé les gens qui ont été tués, par exemple, par Nusra Front quand ils essayaient de s'échapper de l'est. Où étaient les casques blancs? Ils n'étaient pas là. De décembre? Oui, le mois de décembre. Moi, je ne les voyais pas. Hein. Ils n'étaient pas. Mais en plus... Quand j'ai demandé aux gens qui sortaient de l'Est d'Alep, est-ce que vous connaissez les casques blancs? Les casques blancs, non, c'est qui? Je les ai. Alors après, j'ai dit, bon d'accord, le défense civile. Ah oui, le défense civile de Nusra Front. Mais ils ont tous dit ça. Et je demandais, mais est-ce qu'ils ont aidé les civils? Ah mais non. Ils nous ont laissé souffrir, ils nous ont laissé sous le rubble, comment dire, sous le... Décombres. Ouais, décombres. Les décombres. Merci. Mais c'était pas qu'un qui m'a dit ça, c'était tout le monde, même les enfants. J'ai même demandé aux enfants, est-ce que vous connaissez les casques blancs? Et ils ont dit non, mais c'est qui les casques blancs? Mais en plus, on a parlé tout le temps des médecins, des hôpitaux. Mais il n'y avait aucune des civils qui a reçu des traitements. J'ai vu des gens qui ont été blessés. Les terroristes. Et les casques blancs, on m'a raconté que les casques blancs ont fait pareil. Si par exemple un jeune mec était blessé, j'ai vu quelqu'un qui a perdu le pied, il m'a dit oui j'étais blessé, ils ont coupé le pied. Ils m'ont même pas traité.
Et ça, c'est le casque blanc. Il y avait quelqu'un qui a parlé avec Russia Today, avec RT, avec Lizzie Phelan, qui était là en même temps que moi. Et lui, il a dit, il a apporté sa fille au casque blanc. Et eux, ils ont tué, ils ont donné une piqûre. Et avec l'air là-dedans, ils ont tué sa fille. Ça, c'est des casques blancs. C'est rien, c'est une des plus gros mensonges de ce conflit. Ça fait partie du propagande. C'est un moyen de financement? Oui, un OGN qui fait des appels pour la guerre, vous trouvez ça normal? Qui demande un no-fly zone. Un no-fly zone, ça veut dire la guerre. Ça veut dire la guerre en Libye. Encore du sang syrien sur la terre syrienne. Mais ils font tous ça. Ouais. Alors, il y a le jeune homme qui attend depuis un moment pour poser une question là. Ouais, et après, on va passer à la dame. Et après la dame. Et puis on est arrivé presque. Oui, on arrive au bout là. Ouais. À vous, jeune homme. Merci, monsieur. C'est juste une petite question, remarque sur la terminologie qui est utilisée. Souvent, certains intervenants parlent de, même en général, les médias en général, lorsqu'ils désignent les terroristes, Daesh, etc., ils utilisent le terme d'islamistes. Et la question que je pose, c'est est-ce que lorsqu'on parle d'islamiste, c'est pas une manière aussi de donner du crédit au récit occidental, de confessionnaliser le conflit, alors qu'on sait que d'une part sur le terrain, il y a d'autres forces entre guillemets qui se définissent comme islamistes, comme par exemple le Hezbollah ou l'Iran, qui sont exactement dans le camp opposé. Et est-ce que il ne faudrait pas essayer cette référence, essayer d'effacer, on va dire, ou de bien préciser cette référence à la religion, et plutôt de parler... Ah, ils se revendiquent quand même très clairement. Oui, ils se revendiquent, mais c'est pas parce qu'ils se revendiquent de l'islam, ou comme par exemple George Bush se revendique de la démocratie, ou Obama, qu'on va dire, je sais pas, ce sont des démocrates, ou... Est-ce que le fait de parler par exemple de takfiri, d'extrémistes, de terroristes, c'est pas quelque chose qui permet de mieux comprendre le conflit, oui. Plutôt que des termes... Oui, mais enfin je pense que ça c'est même pas une question, on peut être tous d'accord, mais enfin ils sont quand même islamistes. Non, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une vraie question, puisqu'on dit islam politique. Pour le Hezbollah, on dit islam politique, et l'islamisme, ça veut dire l'islamisme sunnite qui inclut les frères musulmans. Bon, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Abdo. Oui. Ils ont choisi d'être nommés islamistes. Nous l'avons. Ce nom, cet attribut n'a pas été donné par nous. La plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, quand on parle contre ces groupes islamistes, on parle contre leur agenda et leur idéologie. Pas contre leur religion. La religion d'islam est l'affaire des musulmans seulement. Ce n'est pas à moi ou aucun de juger une religion. Mais quand il s'agit d'un agenda et quand il s'agit d'une idéologie, nous avons tout le droit de nous défendre. On ne peut pas avoir des solutions pour nos problèmes sans dire la vérité. Omar a tué Sarkis, Anton et Michael. Je ne peux pas dire que c'était Georges. C'est la vérité. Quand on dit les choses par leur nom, c'est pour résoudre nos problèmes et pour préparer pour un futur qui est plus immune, protégé pour les avenirs de nos enfants. J'ai commencé ma présentation de payer respect pour 200 soldats syriens dont la majorité est sunnite, qui ont choisi mourir pour moi et pour mon existence. Je ne peux pas nier que ces soldats avaient la foi musulmane, mais ils n'avaient pas l'idéologie extrémiste, violente des criminels qui ont été venus me tuer et les tuer encore.
C'est pour cela, on nomme les choses et parfois on fait des fautes. Mais la plupart des fois, on nomme les choses par leur nom. Mais leur nom dans l'histoire de l'islam, etc., elle est claire, c'est le wahhabisme. Ils sont wahhabites. Par exemple, quand ils se revendiquent d'être des rebelles, est-ce qu'on va dire oui, mais on est obligé de les appeler des rebelles parce qu'ils se revendiquent d'être des rebelles? Non, vous revendiquez d'être des rebelles, mais si on compare ce que vous revendiquez avec la réalité, vous êtes des terroristes, vous êtes des agents de l'étranger, donc c'est pas parce que vous prétendez être des rebelles qu'on va dire que vous êtes des rebelles. Bon, on va, je pense qu'on est... tu réponds rapidement et on va passer pour une dernière question la parole à la salle. Ce qui me choque dans votre discours, c'est que vous mettez sur le même plan le Hezbollah et ces gens-là. Non, justement, il veut justement les dissocier. Il veut les dissocier. Il veut les dissocier. Le Hezbollah sont des islamistes. Si vous leur demandez, ils vont dire nous sommes des islamistes. J'attendais de votre part également que vous prononciez le terme de djihadiste, qui est très utilisé. Alors, vous avez parlé des wahhabites à juste titre, mais il n'y a pas que les wahhabites. Parce que quand on dit djihadiste, on ne sous-entend pas le vrai djihadiste qui se bat pour l'islam à un moment donné de l'histoire. Le djihadisme ici est considéré dans la conception des frères musulmans. Le djihadisme, selon le fondateur des frères musulmans, c'est aller à la conquête et pour l'islamisation du monde avec la guerre sainte. Ça, je vous renvoie aux épîtres de Hassan el-Banna, vous verrez là la définition de ce qu'on appelle djihadiste. Maintenant, à propos d'islamiste. Quand je dis islamiste, ça ne veut pas dire musulman, entendons-nous. Il y a là, parce que les musulmans de France, quand ils entendent islamiste, ils se disent, mais on est stigmatisé. Mais islamiste ne sous-entend pas que c'est musulman. Non, les musulmans sont des croyants, les islamistes, ce sont des gens qui ont une idéologie politique que vous avez citée, soit le takfirisme, soit le djihadisme, qu'il faut aller se battre contre l'Occident. Vous lisez dans Hassan el-Banna qu'il faut libérer l'Andalousie, qu'il faut arriver jusqu'à Poitiers. Lisez les équipes de là, ce n'est pas uniquement. Ok, donc tu as répondu. On va passer la parole pour une dernière question. Madame. Oui, alors juste, c'était peut-être aussi l'occasion de saluer l'effort du Hezbollah dans la libération de Maaloula et dans la restitution de la statue en haut de la montagne et tout ça, j'en profite, puisque le sujet est passé là-dessus. Bon, alors, moi je voulais juste parler un peu des casques blancs. Comment dire, les médias, on le sait, sont une arme de destruction massive et les casques blancs en sont une illustration parfaite. Je voulais savoir, à votre avis, ressenti, est-ce que aujourd'hui, le fait de les avoir pas mal dénoncés, je ne sais pas si c'est connu, bon, enfin pour moi c'est évident parce que je vous ai suivi dès le début, mais est-ce que le fait qu'ils soient un peu dénoncés peut-être pour ça aussi, qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au prix Nobel, mais ils se sont contentés de postuler pour un Oscar, est-ce qu'on peut espérer qu'il n'ait plus de beaux jours devant eux? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'ils peuvent encore, comment dire, utiliser ce mensonge? Parce que aussi d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi des équilibres mondiaux qui se font et refont un peu tous les jours et peut-être que tout ne sera pas en leur faveur. Ça c'est une chose. La deuxième chose, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une idée sur un sujet qui m'inquiète beaucoup, c'est les perspectives sur Idlib. Parce qu'aujourd'hui, tous les terroristes, on les envoie, on les entasse là-bas. Est-ce que d'un côté c'est vrai, ils s'entretuent et ça me réjouit fortement, mais d'un autre côté, comme on l'a déjà vu dans le passé, ils se refont des alliances et des choses que nous on ne comprend pas parce que c'est pas dans notre logique. Mais ils peuvent s'allier et former un gros bataillon assez conséquent et réattaquer. Je veux dire un mot. Peut-être on va conclure. On va conclure. Autour de cette question. Selon toutes les informations aujourd'hui que Donald Trump a demandé à ses officiers de lui présenter un plan dans un mois pour attaquer peut-être Idlib, mais attaquer l'État islamique en Syrie. Vu l'avancement de la bataille à Mossoul, nous pensons que Mossoul, ça sera terminé dans 2 ou 3 mois. Et dans 2 ou 3 mois, nous rentrerons
dans la partie de la bataille qui ira pour achever l'État islamique. L'État islamique qui était à un moment donné un instrument politique que l'administration américaine, comme les États voisins, voulaient l'utiliser. Cette utilisation, enfin, c'est pratiquement périmé. La dernière proposition des Américains aux Russes, c'est de leur permettre de faire des couloirs humanitaires parce qu'ils vont sûrement attaquer Adlib, là où il y a ceux qui sont envoyés là-bas. Mais ils ont pris toutes les précautions, les Russes, pour dire qu'il ne sera pas question de faire avec nous comme vous avez fait en Libye. Il ne sera pas question de faire ça. Là, oui, ça c'est pour les. Je précise pour que ce soit bien clair, pas question de faire une zone de neutralisation aérienne qui a abouti à Libye. C'est des couloirs humanitaires tels que ceux qui ont été pratiqués à Alep. Absolument. C'est la seule chose que les Russes ont acceptée à la demande des Américains. Il est probable qu'ils vont être obligés de repatrier tous les combattants qui sont partis pour libérer la Syrie et instaurer l'État islamique. Ils auront à gérer comment ils vont le rapatrier, qu'est-ce qu'ils feront avec eux, où ils vont l'amener. C'est un casse-tête devant les Occidentaux. Néanmoins, ils ne peuvent plus laisser sur place. Mossoul, vous avez vu, il y a 2 ou 3 jours, ils ont brûlé Mossoul. Daesh. Enfin, on ne l'a pas vu parce que justement plus personne n'en parle, donc c'est bien que tu en parles. Ils ont brûlé tous les puits de pétrole et les plus anciens puits de pétrole au monde, c'était dans le nord de Mossoul. Tout ça, ils l'ont allumé et depuis 3 jours, Mossoul est en train de cramer. Ils vont pouvoir passer l'autre côté et une fois qu'ils ont pris l'autre côté, ils seront amenés, Russes et Américains, à attaquer aux bases de l'État islamique en Syrie. Nous acheminons vers ça. Alors, nous ne pouvons pas dire que c'est sûr, ça va aboutir dans 6 mois ou 9 mois. Pour l'instant, Russes et Américains, ils sont d'accord sur ce chemin. Est-ce qu'il y aura entre-temps d'autres bouleversements? C'est possible. Mais je pense que nous sommes au point d'arriver à la phase finale de cet épisode-là. Voilà. Alors là, on va peut-être passer la parole à nos autres pour qu'ils puissent apporter leurs propres conclusions. Donc Vanessa et Abdo, je vous laisse conclure. Après, on va pouvoir se réconforter avec une collation. Non, mais je crois que là, vous avez parlé d'un sujet qui a quand même des risques. C'est l'État d'Idlib, qui maintenant est sous contrôle de la Turquie, on peut dire. Il y a la Turquie, c'est Erdogan qui contrôle la plupart des extrémistes qui sont maintenant, ensemble en Idlib. Mais en plus, il n'y a pas les casques blancs. Il faut se rendre compte qu'en même temps qu'ils ont créé les casques blancs, ils ont aussi créé le Free Syrian Police, qui a quand même infiltré et supplanté encore. Ça veut dire, ce qu'ils font, ils mimiquent l'État syrien, ils créent le Shadow State. Ils essayent de créer un État parallèle. D'affaiblir l'État syrien avec les constructions des organisations qui en effet décentralisent l'État syrien. Et en Idlib, on a ça. On a maintenant 6000 Free Syrian Police. Alors ça veut dire 2 fois les nombres officiels des casques blancs, qui sont quand même encore financés premièrement par Grande-Bretagne, encore. Pour moi, c'est le Deep State anglais qui fait la plupart des projets d'intelligence, contre la Syrie. Oui. C'est eux l'intelligence, l'intelligence majoritaire.
qui luttent contre la... Les services de renseignement, c'est les services de renseignement anglais, donc, qui sont en pointe. Ouais. Et en effet, pour moi, et je crois que Abdo est d'accord, le grand danger, c'est comme j'ai dit, l'état d'Idlib. Car là, vous avez pour la plupart des frères musulmans. Et Erdogan, on sait très bien que la Turquie, maintenant, ça devient un état frère musulman. Hein. Et ça veut dire que maintenant, Erdogan a l'opportunité d'annexer une partie de la Syrie sous son contrôle. Par exemple, pour l'instant, il fournit l'électricité. Et ça, c'est payé en livres Turquie. Hein. Les uniformes, même s'ils sont payés par la Grande-Bretagne, du Free Syrian Police, il y avait une vidéo qui est sortie hier, par exemple, où ils ont dit qu'ils sont fidèles à Erdogan. Ils sont fidèles à la révolution syrienne, entre guillemets, et à Erdogan. Mais c'est payé par l'Angleterre. Hein. Et l'Angleterre, États-Unis, Hollande et Danemark, pour l'instant. C'est les pays où je sais très bien qui... Hollande, les Pays-Bas. Non, les Pays-Bas. Non, pardon. Et alors voilà, ça pour moi, c'est quand même un danger. Donc tu es plus inquiète. On va peut-être conclure là-dessus, parce que, sauf si Abdo veut donner lui-même une conclusion, parce que ce sera la stratégie du chaos 4. Il y a quand même des grands bouleversements et des perspectives nouvelles, et nous verrons bien ce qui va se passer. Je te laisse la conclusion, Abdo. Il faut avoir attention aux intentions et au programme de la Turquie. Et c'est déjà dit par Erdogan plusieurs fois. Son rêve de reconstruire l'État ottoman. Il a même, à propos de Mossoul, il a même répondu au président irakien qui a dit « Si vous ne savez pas ce que je veux, vous devez lire le Misak Milli ». Le Misak Milli était un accord ou une résolution donnée par le dernier Parlement ottoman qui décrit comment l'État ottoman doit être en futur. Depuis 1921, et à cause de l'accord de Lausanne, peut-être 1923, la Turquie occupe et envahit trois fois la taille de Palestine, de la Palestine au nord syrien. 3 fois. Et dans une autre partie, ils ont pris l'Escandaroun de la Syrie encore. Si on compare celui-ci avec notre ennemi Israël, peut-être la Turquie occupe en Syrie plus que 200 fois ce que Israël occupe en Syrie. Oui, on connaît. Et il a précisément mentionné le Misak Milli plusieurs fois, et même il a dit qu'on veut réfléchir à propos de l'accord de Lausanne. L'accord de Lausanne, c'était l'accord qui a dessiné que Mossoul devait faire partir de l'Empire, pas de l'Empire ottoman, de la Turquie moderne. Et après, les Alliés, ils ont refusé d'accorder Mossoul, particulièrement la France, parce que la France avait visé à rester en Kurdistan, et il y avait une bagarre de pétrole entre la France et la Grande-Bretagne. Les Anglais ont gagné, ils ont chassé les Français. Néanmoins, ils ont refusé à Atatürk d'avoir Mossoul. Les Turcs considèrent toujours que Mossoul
leur appartient. Et Dominique, lorsqu'il disait on ira vers le chaos 4, le chaos 4, ça sera après. Une fois qu'on a fini avec l'État islamique, qu'est-ce qu'il devient de la région? On a fait de promesses aux Kurdes qu'ils auront un État. On a fait de promesses aux Yazidis qu'ils auront un État. On a fait de promesses aux chrétiens d'Irak qui vont rentrer avec un territoire autonome. On a fait de promesses aux Turkmènes de leur donner un État. Comment ils vont gérer ça? Le chaos qu'ils ont inventé, ils vont l'alimenter sous des formes différentes. Voilà, donc... Un gros détail de l'histoire, la France a cédé Mossoul pour 24,5% des actions de la compagnie de pétrole. Les Français ont été chassés, mais ils ont touché le prix de Mossoul en actions de pétrole. On n'a pas tout perdu, nous Français. Ils ont signé Lausanne dans, contre notre intérêt. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais ça toujours, évidemment. Ça s'appelle l'époque coloniale, ça. C'est l'époque coloniale. Merci à tous.